le web, dans un premier temps, était un espace, on va dire, d'écrit-lecture, où on pouvait à la fois accéder en lecture, mais aussi en écriture. Donc pour un usage qui serait vraiment plus structurel de l'information et d'échange des données et plus tard des métadonnées, sur lesquelles Camille va beaucoup revenir, il a fallu attendre 98 et le XML qui structurait bien les données. Et le problème du XML, s'il résolvait le problème de la structuration, reposait de nouveau le problème de l'affichage. Donc je voudrais reprendre un petit peu l'évolution des différents modèles documentaires pour montrer en fait que la problématique du web sémantique, elle concerne évidemment tous les professionnels de l'information. Donc on voit qu'il y a eu en fait trois façons de gérer les métadonnées successives, que ces différentes façons de gérer les métadonnées en fait se superposent, qu'elles coexistent toujours aujourd'hui. Et puis avec l'informatisation, on a des métadonnées qui sont stockées dans des bases de données, dans des systèmes intégrés de gestion de bibliothèques par exemple. Et puis avec l'arrivée du document numérique, on a la possibilité de consigner, d'affecter des métadonnées directement dans les documents. Et donc tout ça pour dire qu'en fait on avait envisagé au départ des modèles documentaires de manière très centralisée. C'était des systèmes documentaires où les documents et les métadonnées en général étaient stockées un peu au même endroit, et que depuis on peut évoluer vers des systèmes complètement distribués dans lesquels les ressources et les métadonnées se trouvent disséminées. Et ensuite, quelle que soit finalement la manière dont on gère les métadonnées, qu'elles soient internes ou externes au document, il y a une volonté de faire interopérer les métadonnées de manière sémantique. Donc ça c'est important de le voir parce qu'on pourrait avoir l'impression que le web sémantique s'intéresse finalement qu'aux personnes qui travaillent sur l'édition web, mais en fait on voit que les grandes institutions culturelles, les grandes bibliothèques publiques, je pense notamment donc à la BNF avec le gisant de données data.bnf.fr, convergent aussi vers des formats, proposent aussi une exposition des références sous un format compatible web sémantique pour qu'après ces informations puissent être prises par exemple par différents robots ou moteurs de recherche. D'abord, comment est apparue cette idée de web sémantique et aujourd'hui on parle de web de données, quelle est la différence entre web sémantique et web de données? Effectivement, quand Berners-Lee crée le web à la fin des années 80 au CERN à Genève, son objectif est double. Le premier objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir partager dans un même espace d'interopérabilité des documents. Parce que ce qu'il constate, Berners-Lee, c'est que les chercheurs ont des documents qui sont épars à l'intérieur de leur serveur et que pour réussir à s'échanger et à visualiser les documents de chaque équipe de recherche du CERN, il y a des grandes difficultés. Donc comment on fait pour réussir à créer un espace dans lequel chacun va pouvoir visualiser les documents des autres? On se met d'accord sur un certain nombre de normes et de façons de faire, et donc c'est comme ça qu'est créé HTTP, c'est-à-dire le protocole, la façon de communiquer entre les machines, et puis effectivement HTML, c'est-à-dire une manière de structurer les documents pour pouvoir les afficher et les visualiser dans un logiciel qu'on appelle le navigateur. On est en 2001, au moment où vraiment ce terme de web sémantique apparaît, et il va falloir encore 4 ans pour que un ensemble de technologies soit édicté par W3C, dont la base est RDF, Resource Description Framework, qui permet grosso modo de décrire l'ensemble des données structurées sous une forme très simple, qui est la phrase simple, sujet, verbe, complément, sujet, prédicat, objet. Et quand on rassemble ces différentes phrases simples, ça forme un graphe qui est le graphe qu'on obtient en rassemblant les différentes phrases simples ensemble par des identifiants communs. À partir de ce moment-là, on dispose de l'ensemble des possibilités technologiques pour pouvoir construire ce fameux nouveau web, ce web sémantique, et on s'aperçoit à ce moment-là que les technos, grosso modo, elles ne prennent pas. C'est-à-dire que il y a assez peu de développeurs qui s'emparent et de communautés qui s'emparent de ces technologies-là pour différentes raisons, et en particulier parce que la polysémie du mot sémantique
a fait véhiculer plein de choses autour de ce web sémantique, plein de choses qui sont en fait pas ce qu'il est réellement. Et du coup, à partir de 2006, aussi porté par la vague de l'open data, de la libération des données, Berners-Lee va encore lui édicter un nouveau concept, qui est le concept de web de données, qui est en fait quoi? L'utilisation des technologies du web sémantique pour pouvoir partager à très large échelle, dans l'espace d'interopérabilité du web, celui qu'on connaît aujourd'hui, des données structurées. Et on en arrive au web de données. À partir de 2006, le premier grand projet qui expose massivement des données selon les principes du web de données, c'est donc un projet qui s'appelle DBpedia, qui est un projet de recherche allemand qui met à disposition l'ensemble des données structurées de Wikipédia selon les formalismes du web sémantique et selon les principes du web de données tels que Berners-Lee le met en place. Grosso modo, à partir de ce moment-là, on va donc d'un côté effectivement avoir l'ensemble de la structuration des documents autour de HTML, puis XML et ensuite ses dérivés, et puis de l'autre, l'ensemble des technologies dites du web sémantique qui vont nous permettre de interopérer et d'échanger des données structurées selon dans un espace de normalisation qui est celui du web. Voilà un peu l'idée, en 5 minutes, l'idée du web sémantique et son histoire sur les 16 dernières années. Donc, je suis le cofondateur d'une agence web qui s'appelle Kernix, que j'ai fondée il y a 16 ans, on est une quarantaine, et on a la particularité d'avoir en interne à la fois ce qu'on appelle une digital factory et d'un autre côté un data lab. Alors qu'est-ce qu'on fait au sein de Kernix? Sur la Digital Factory, c'est du digital, on va dire, ultra classique. Donc c'est des plateformes web, souvent des plateformes métiers. Et en dehors du web, on s'exprime également dans le cadre du développement mobile. Donc comment exploiter les données web qui sont donc affichées, proposées au sein d'un site web, et faire en sorte que moi, de mon côté, je puisse aller les extraire, les manipuler, puis à l'issue de tout ça, proposer un service de recommandation. Donc effectivement, il y a deux approches ultra classiques pour mettre à disposition des informations sur le web. Il y a bien évidemment le moissonnage où effectivement par rapport à la naissance du web, aujourd'hui ça s'est un petit peu simplifié, on a de plus en plus d'informations dans les en-têtes, ça du fait d'un certain nombre de protocoles qu'ont mis en place des réseaux sociaux pour pouvoir mettre à disposition de manière un peu plus structurée l'information. Il y a les microdata aussi qui commencent à pas mal pousser parce que Google pousse à la chose et quand on veut être bien référencé, quand on veut obtenir des bons résultats dans les moteurs de recherche, on a tout intérêt à essayer de commencer à s'intéresser à ces choses-là. Comment l'utilisateur va interagir avec les contenus que vous proposez sur votre site. Parce que là, quand je mets à disposition de manière brute mon contenu, effectivement, j'ai aucune idée de à quel point une page a été vue, à quel point, je sais pas, une page a été, que tel numéro a été lu en ligne, a été partagé, commenté, acheté, etc. Enfin, le nombre d'interactions sur le web est absolument colossal. Et toutes ces informations-là, je passe complètement à côté. Il y a une autre chose que je vais aussi réaliser à partir du moment où j'ai mes données qui sont dans ce moteur de données. En gros, c'est le graphe, c'est ce que je vais te dire juste derrière. On projette tout ça dans un graphe. Mais ce qu'on va faire de manière complémentaire, c'est qu'on va enrichir ce graphe très web jusqu'à maintenant, qui était en gros enrichi à partir des contenus et des interactions. On va aller l'enrichir de deux autres manières. Une première manière, ça va être de faire des traitements, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais dire sémantique, même si effectivement il y a eu tout un débat avant. Mais moi, mon propos, ça va être de calculer des proximités sémantiques entre tous mes contenus. Parce que là aussi, quand on est sur de l'information du site de contenu, du site d'info, effectivement, de se dire, je vais pouvoir remonter automatiquement un contenu qui est assez proche sémantiquement d'un autre, c'est quand même une information qui est assez intéressante. Je rejoins tout à fait la remarque qui a été faite sur l'utilisation de l'adjectif ou du verbe sémantique.
et sur sa polysémie et sur son pouvoir de nuisance et d'incompréhension. Et donc je préfère parler de structuration des contenus plutôt que de sémantisation des contenus. Alors sémantiser ces contenus, pourquoi ? La raison principale qui est on va dire, en train d'émerger et de prendre corps pour le plus grand nombre de personnes, c'est pour des questions de visibilité sur le web. Il faut être visible, il faut faire ce qu'on appelle du SEO sémantique, de l'optimisation de moteur de recherche sémantique. En gros, il faut faire plaisir à Google. Donc, diffuser les données structurées pour les moteurs, diffuser les données structurées à l'intérieur d'un domaine métier pour des partenaires dans un ensemble plus restreint, pour augmenter la lecture des contenus. On structure les contenus parce que ça va permettre d'avoir de la valeur ajoutée par rapport à la diffusion de ce contenu. Les recommandations dont il était question précédemment sont un type de service à valeur ajoutée qui tire parti de la structuration de ça. Et puis je terminerai par l'aspect technique de comment est-ce qu'on structure les contenus, en exposant cette structure, en diffusant cette structure avec les formats et les standards qui vont bien. Alors j'ai trouvé la métaphore viticole pour cette diffusion de structuration d'information, à savoir qu'on peut structurer l'information en diffusant des grains de données comme des grains de raisin, c'est-à-dire qu'on vient ajouter des petits marqueurs à l'intérieur des pages pour marquer des grains atomiques d'information. Ici j'ai un événement, là c'est son nom, là c'est sa date. On peut plutôt venir diffuser des grappes de données. Alors là on n'est plus sur des grains unitaires, on est sur une grappe qui est un ensemble de données structurées qui va plutôt venir se mettre comme une en-tête en haut de la page. Et ça ressemble donc presque visuellement à une grappe. Ou alors on va venir carrément diffuser de la caisse de données, des données à l'appel, là en diffusant des fichiers bruts, typiquement les portails open data, je viens télécharger un fichier, je le réutilise dans mon contexte, donc là on est sur un dump, un export, quelque chose d'assez massif. L'hypothèse générale, le point de départ de l'ingénierie documentaire, la question qu'on se pose depuis qu'on commence à écrire avec des ordinateurs, c'est comment on fait pour écrire avec donc une machine à calculer, c'est-à-dire fondamentalement ce qu'est un ordinateur. L'hypothèse que je vais utiliser aujourd'hui pour travailler dans la thématique avec donc le croisement avec le web de données, c'est qu'il y a intégration des formats de données et de documents et, de mon point de vue, c'est ce que je vais vous proposer, fusion des gestes d'écrire au sens littéraire et donc de calculer au sens de programmer. Et les dernières planches qu'on a vues, de mon point de vue, sont extrêmement symptomatiques de ça, puisque vous avez vu du code dans lequel on a du HTML qui est destiné à être présenté à des humains, de la data qui est destinée à être traitée par des machines pour être présentée à des humains. Je vous propose deux définitions temporaires, puisque justement la difficulté, c'est que cette séparation, à mon sens, elle est complexe, voire quasiment impossible aujourd'hui. Mais si on utilise le mot de document, je vous propose qu'on l'utilise pour considérer ce qui est accessible et interprétable par l'être humain, et qu'on utilise le mot de données pour ce qui est accessible et calculable par la machine. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais produire un contenu pédagogique qui va être destiné à des étudiants, mais ces étudiants vont l'utiliser, et par l'utilisation, ils vont activer la partie dynamique, interactive de ce document, qui va produire des données, qui vont éventuellement produire des documents, et puis après, encore une fois, on est parti dans des cycles de ce point de vue. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'auteur de contenu, à la base, de produire des documents qui vont produire des données? Parce que lorsque on aborde la question du polymorphisme dans l'ingénierie documentaire classique, on sait très bien que écrire en même temps pour de l'impression, du diaporama et du web, c'est pas du tout quelque chose de neutre, ça se fait pas en claquant des doigts. Ça veut dire qu'on a des schémas qui le prévoient, bien sûr. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on est capable de se projeter dans ces différentes formes en même temps. Et ça, c'est des choses qui sont compliquées. On va devoir penser l'interaction de notre production avec des machines, avec des algorithmes. L'exemple que j'ai pris ici, vous allez produire un document qui décrit par exemple des tâches, ou un calendrier de concert par exemple, ou de manifestation, sauf qu'en fait, cette production, elle va avoir une prescription algorithmique. Par exemple, au moment où vous produisez votre document qui décrit ces tâches, vous pouvez très bien alimenter un système de gestion de production, ou un système de gestion de planification, qui va mettre en marche
des processus, voire faire fonctionner concrètement des robots dans le monde réel. À mon sens, il faut développer une culture technique qui permette de comprendre les machines, de comprendre les réseaux. Donc voilà, je pense que c'est indispensable, enfin, en tout cas utile, nécessaire, ouais, donc indispensable, à la compréhension du numérique. Et encore une fois, ce que l'on voit là complexifie énormément les choses, c'est-à-dire par rapport à la situation qu'on avait jusque-là. Le fait qu'il y ait une interaction constante avec des machines, à mon avis, complexifie les choses. Et je pense que l'alternative à ce que je propose, c'est ce qu'on a entendu dans l'intervention avant, enfin, peut-être c'est pas exactement ce qui voulait être dit, mais en tout cas ce que l'on entend communément, les machines vont s'occuper de tout, restez tranquillement devant votre fauteuil, soit on n'a plus besoin, soit ayez confiance, mais d'une certaine façon, une sortie de l'humain des processus.